L'invitation de mariage de mon fils gisait sur la table de la cuisine, mon nom violemment barré, au marqueur noir rageur. Depuis des mois, Antoine me punissait, moi sa propre mère, pour avoir refusé de vendre ma maison afin de financer son mariage extravagant avec Capucine. Il était loin de se douter que, le matin même où il allait l'épouser, je recevrais un appel téléphonique qui changerait nos vies à tous les deux pour toujours. Un appel qui révélerait une vérité douloureuse qu'il avait cachée à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. C'est mon histoire. L'invitation de mariage de mon fils gisait sur la table de la cuisine, mon nom violemment barré, au marqueur noir rageur. Depuis des mois, Antoine me punissait, moi sa propre mère, pour avoir refusé de vendre ma maison, afin de financer son mariage extravagant avec Capucine. Il était loin de se douter que, le matin même où il allait l'épouser, je recevrais le carton couleur crème, autrefois symbole de ma joie, me semblait désormais un coup de poignard. 3 mois plus tôt, je l'avais affiché fièrement, promesse d'une famille. Maintenant, il témoignait de son froid rejet. Le gribouillis furieux d'Antoine, sous mon nom rayé, ne laissait aucune place au doute, puisque tu as choisi de ne pas soutenir notre avenir. Nous avons décidé que tu ne devais pas être présente à son commencement. 30 ans de souvenirs s'accrochaient au mur de ce modeste pavillon de la rue des Tilleuls. Les rideaux jaunes que Gabriel avait accrochés encadraient toujours la fenêtre de la cuisine, décolorée par des années de soleil filtrant. À travers eux, je voyais les azalées du jardin que mon défunt mari avait commencé, leurs couleurs vibrantes se moquant de la douleur sourde dans ma poitrine. J'avais entretenu ce jardin seul pendant 12 ans, depuis que Gabriel était parti trop tôt d'une crise cardiaque. Antoine était notre miracle, né après 7 ans de désirs silencieux. Gabriel et moi avions investi nos vies dans cette maison, une fondation pour son avenir. Je me souvenais de ses premiers pas près de la table basse faite à la main par Gabriel, des rires résonnant dans la cuisine pendant les petits déjeuners de crêpes. Notre jardin arrière conservait encore les marques de craie, effacées, de ses dessins d'architecte adolescents, preuve des encouragements discrets de Gabriel. Après la mort de Gabriel, quand Antoine eut 24 ans, j'ai enchaîné des doubles gardes épuisantes comme infirmière à l'hôpital Saint-Martin. Chaque fin de nuit, chaque aube, était pour qu'Antoine finisse son master en architecture, sans dette. Le voir diplômé major de sa promotion, le visage rayonnant, rendait chaque sacrifice gratifiant. Une photo dans mon couloir immortalisait ce moment. Antoine et moi, bras dessus, bras dessous, remplis de fierté et de promesses. Quand ce garçon aimant et sensible était-il devenu cet étranger insensible? Le changement fut subtil, puis rapide. À mesure que le cabinet d'Antoine prospérait, il entra dans un monde exclusif. Ses vêtements changèrent, ses goûts s'affinèrent, ses visites à la maison se firent rares. Puis, il y a 3 ans, à 36 ans, il rencontra Capucine de Montfort. Elle était issue de la vieille garde, le nom de sa famille gravé sur les façades des immeubles de la ville. Sa présence polie et intimidante. À 32 ans, elle était déjà associée dans un cabinet de marketing prestigieux. Je sentais mes vêtements simples et mes mains vieillies, marquées par une vie de labeur, se faire insignifiante et à côté d'elle. Mère, avait annoncé Antoine lors de leur première visite, une formalité qui me mettait mal à l'aise. Capucine et moi avons des nouvelles excitantes. Ils montrèrent une énorme bague en diamant, ostentatoire et choquante pour mes valeurs profondes. « C'est joli », avais-je dit, essayant d'être sincère. Un éclair de déception traversa le visage de Capucine. Mon premier véritable avertissement.
Les mois s'écoulèrent dans une cordialité distante. J'ai assisté à leurs élégantes fêtes de fiançailles. Une étrangère silencieuse, parmi les sourires travaillés et les vêtements de créateur de capucines. Antoine semblait différent autour de moi. Désireux d'impressionner son cercle puissant, le point de rupture arriva il y a 6 mois, au Grand Pavillon. Un endroit si cher que je sentais mes modestes économies s'envoler à chaque plat du menu. Ils commandèrent du champagne. Puis vint la bombe. Nous avons sécurisé le domaine de la Chênaie, annonça Capucine, son téléphone affichant des photos somptueuses. Papa a fait jouer ses relations. Comme c'est merveilleux, dis-je, un nœud se serrant dans mon estomac. 300 invités, 5 plats, un quatuor à cordes. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. « Maman !» commença Antoine, d'un ton familier dans sa voix. Avec l'acompte du domaine de la Chênaie, la lune de miel aux Seychelles et notre acompte pour l'appartement terrasse. Ce qu'Antoine essaie délicatement de dire. Interrompit Capucine, ses doigts parfaitement manucurés touchant ma main. C'est que nous avons besoin de ton aide. Ta maison vaut 450 000 €. Vends-la et tu pourras vivre confortablement au jardin d'émeraude, en nous aidant à commencer notre vie de couple comme il se doit. La pure audace me coupa le souffle. Ils avaient déjà évalué ma maison, choisi ma prochaine prison. Je ne vends pas ma maison, finis-je par dire, retirant ma main. C'est ici que Gabriel et moi avons construit notre vie. Mes voisins sont comme ma famille. Le visage d'Antoine se durcit. C'est pour ça que je ne voulais pas lui demander, dit-il à Capucine, comme si j'étais invisible. Elle est si têtue avec cette maison, même si c'est bien trop grand pour elle. Je me débrouille très bien. Ma voix se tendit. Et je ne suis pas prête pour une maison de retraite. C'est une résidence, une vraie communauté, corrigea Capucine, son sourire figé. Des activités, des gens de ton âge. Tu serais plus heureuse là-bas. La conversation qui s'ensuivit fut un tourbillon d'accusations. Antoine me traita d'égoïste, accroché au passé. Capucine insinua que je ne me souciais pas de son bonheur. « Soit tu nous aides », déclara finalement Antoine, sa voix froide. « Soit ne t'attends pas à faire partie de cette vie. À toi de choisir, maman. » Ils partirent, me laissant régler l'addition exorbitante. Pendant des semaines, j'essayais de combler le fossé. Appels, messages, même me présenter à son bureau. Chaque tentative fut accueillie par le silence ou un renvoi. Puis, il y a 3 semaines, l'invitation dégradée arriva, scellant mon exclusion. Ce soir-là, sur la balançoire du porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes oranges et roses, je pris une décision silencieuse. J'irai. Non pas pour faire une scène, mais simplement pour être présente, pour garder une place dans mon cœur, pour le fils que j'aimais toujours. Madame Dubois me salua d'à côté. Sa simple gentillesse une nouvelle douleur. C'était ma maison, ma communauté. L'idée de la perdre pour financer leur extravagance était insupportable. À la tombée de la nuit, je ne pouvais pas savoir que le matin du mariage d'Antoine apporterait un appel téléphonique. Un appel qui briserait tout ce que je pensais savoir de sa relation et de la femme qu'il était sur le point d'épouser. Avez-vous déjà ressenti qu'un seul moment inattendu pouvait irrémédiablement changer le cours de toute votre vie? La semaine précédant le mariage d'Antoine s'écoula dans un tourbillon d'émotions contradictoires, chaque matin apportant une douleur sourde à ma poitrine. La réalité de mon exclusion me frappait à nouveau à chaque lever de soleil. J'atteignais instinctivement mon téléphone, espérant contre tout espoir un message d'Antoine, des excuses, une reconsidération, n'importe quel signe que son cœur s'était adouci. Mais l'écran restait obstinément vide. Je errais dans la maison pendant ces jours, un fantôme silencieux parmi des souvenirs chéris.
Mes doigts traçaient les marques de hauteur sur le cadre de la porte de la cuisine, suivant sa croissance de 3 à 16 ans. Je passais ma main sur l'étagère légèrement tordue, que lui et Gabrielle avaient construite ensemble pour son 10e anniversaire. Je fixais le certificat encadré de sa première victoire à un concours d'architecture au lycée. Chaque souvenir racontait l'histoire d'un garçon aimé, profondément, inconditionnellement. Une histoire qui me semblait de plus en plus déconnectée de l'homme qui avait barré mon nom sur son invitation de mariage. Le mercredi, je m'aventurais dans le grenier, un endroit que je visitais rarement depuis le décès de Gabrielle. Des myriades de poussières dansaient dans la faible lumière filtrant par la petite fenêtre, tandis que je naviguais parmi les boîtes étiquetées de l'écriture précise de Gabrielle. Décoration de Noël, projet scolaire d'Antoine, photos de famille année 1980. Je cherchais quelque chose de précis, quelque chose que je n'avais pas regardé depuis des années. La malle en cèdre dans le coin. Un cadeau de mariage des parents de Gabrielle. Je m'agenouillais à côté, mes genoux protestant contre le plancher en bois, et soulevais le couvercle grinçant. Le parfum familier du cèdre et des sachets de lavande m'enveloppa, tandis que je retirais avec précaution des couches de souvenirs conservés. Ma robe de mariée, jaunie par le temps. Les médailles de service militaire de Gabrielle, des couvertures de bébé dont je ne pouvais me séparer après qu'Antoine les eût délaissées. Au fond se trouvait ce que je cherchais. Un petit carnet en cuir à la relure usée. Gabrielle avait commencé à le tenir le jour où nous avions appris que j'étais enceinte d'Antoine, y consignant ses pensées sur la paternité imminente et ses espoirs pour l'avenir de notre enfant. Après la mort de Gabrielle, je l'avais placé dans la malle, le trouvant trop douloureux à lire, mais trop précieux pour le jeter. Maintenant, je le portais en bas dans le jardin d'hiver que Gabrielle avait construit en surprise pour mon 50e anniversaire. M'installant dans la chaise en osier où la lumière de l'après-midi créait un coin lecture parfait. Avec des doigts tremblants, j'ouvris le carnet, l'écriture familière de Gabrielle me faisant immédiatement monter les larmes aux yeux. 15 avril 1983, nous allons avoir un bébé. Après tant de déceptions, ça ne semble pas réel. Aurélie était si pâle, me serrant la main comme si elle allait s'envoler. Je suis terrifiée et exaltée à la fois. Quel genre de père serais-je? Papa était si distant, si critique. Je veux être différent. Je veux que notre enfant se sente en sécurité dans notre amour, qu'il sache qu'il est suffisant, exactement tel qu'il est. Je tournais les pages lentement, retraçant le parcours de Gabrielle, de père nerveux, en attente à papa dévoué. Sa fierté pour Antoine était évidente dans chaque entrée. 8 décembre 1983, Antoine Gabriel Dubois est arrivé à 3h42 ce matin. 3 kg 200 de perfection absolue. Je n'ai jamais connu un amour comme celui-ci. Je l'ai tenu contre ma poitrine, ce tout petit humain, et lui ai promis le monde. Les entrées se poursuivirent tout au long de l'enfance d'Antoine. 5 septembre 1991, premier jour de CE1. Antoine était nerveux, mais essayait de ne pas le montrer. Ça me rappelle tellement moi à cet âge, sensible, mais déterminé à ne rien laisser transparaître. Je dois m'assurer qu'il sache que c'est bien de ressentir les choses profondément, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Aurélie est meilleure que moi pour le faire s'ouvrir. Elle sait toujours les bonnes questions à poser. Les dernières entrées furent écrites pendant les derniers mois de Gabriel, quand il savait que son temps était compté. 16 novembre 2011. Antoine a obtenu son diplôme avec mention aujourd'hui. Ses maquettes d'architecture étaient le point culminant. J'étais si faible que je n'aurais presque pas pu y assister. Mais je suis heureux d'avoir persévéré. La fierté sur le visage d'Aurélie en regardant notre fils. C'est une image que je veux emporter avec moi.
Elle a tant sacrifié pour lui, surtout ces 2 dernières années, hein. Je m'inquiète pour eux deux. Antoine est si concentré sur le fait de laisser sa marque qu'il manque parfois à ce qui est vraiment important. J'espère qu'il réalisera un jour que le soutien indéfectible de sa mère vaut plus que toute réussite professionnelle. 3 décembre 2011. J'ai demandé à Antoine de veiller sur Aurélie quand je serai partie. Il a promis qu'il le ferait, les larmes aux yeux. C'est un homme bon au fond, mais il est ambitieux d'une manière que ni Aurélie ni moi n'avons jamais été. Je crains que cette ambition ne le conduise à valoriser les mauvaises choses, à chercher l'approbation des mauvaises personnes. J'ai essayé de lui apprendre que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en amour, en communauté, en vivant avec intégrité. Je ne peux qu'espérer que ces leçons aient au pris racine. Au moment où je fermais le carnet, le crépuscule était tombé. Les larmes avaient séché sur mes joues. Gabriel avait tout vu. La sensibilité d'Antoine, son intelligence, son ambition, mais aussi son côté sombre, sa vulnérabilité à la validation externe, son désir d'appartenir à ceux qui l'admiraient. Les germes du conflit que nous affrontions étaient déjà présents alors, remarqués par un père dont les observations étaient dégagées de la dévotion aveugle à laquelle, en tant que mère, je succombais parfois. Le lendemain, j'ai rendu visite à Margot, ma plus proche amie depuis l'école d'infirmière. À 70 ans, elle avait une franchise qui venait de décennies passées, aux urgences, et une sagesse sur laquelle je m'étais appuyée depuis le décès de Gabriel. Son petit appartement était encombré de souvenirs de ses voyages. Elle ne s'était jamais mariée, choisissant plutôt de travailler avec Médecins sans frontières pendant une grande partie de sa carrière. L'odeur du téché emplissait sa cuisine, tandis qu'elle écoutait mon plan d'assister au mariage, malgré mon exclusion. Es-tu sûre que c'est pour ça, Aurélie ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux bleus délavés. « Antoine et cette femme pourraient faire une scène très publique. Je dois être là, » expliquai-je, serrant la tasse chaude entre mes mains. Pas pour perturber quoi que ce soit, juste un témoin. C'est mon seul enfant, Margot. Comment pourrais-je ne pas être présente le jour de son mariage, même s'il pense qu'il ne veut pas de moi? Margot m'étudia longuement. « Tu as toujours eu plus de grâce que de bon sens, » dit-elle finalement, avec un soupir. « Si tu es décidée à y aller, laisse-moi au moins te conduire. Je ne veux pas que tu affrontes cela seul. » Son offre fit naître de nouvelles larmes dans mes yeux. « Merci, » murmurai-je. Cela signifierait tout. « Que vas-tu porter ?» demanda-t-elle pratiquement, se dirigeant vers son armoire pleine à craquer. « Tu devras avoir l'air digne, mais discrète, rien qui ne crie « mère du marié en rupture ». Nous passâmes l'après-midi à trier nos garde-robes combinées, nous décidant finalement pour une robe gris colombe avec un subtil fil d'argent tissé dans le tissu. Elle était élégante, sans être tape à l'œil, respectueuse, sans être terne. Margot me prêta un collier de perles vintage pour compléter l'ensemble. « Voilà », dit-elle alors que je me tenais devant son miroir pleine longueur. « Tu as exactement l'air de ce que tu es. Une femme de substance et de cœur qui mérite mieux que ce qu'elle a reçu. La nuit précédant le mariage, je ne dormis presque pas. Une tempête printanière déferla après minuit, le tonnerre faisant trembler les fenêtres, comme pour faire écho à mes émotions turbulentes. À l'aube, la pluie s'était dissipée, laissant le monde lavé et parfumé. Je me levai tôt, regardant le lever du soleil depuis le banc de jardin, où Gabriel et moi avions partagé d'innombrables cafés du matin. « Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut », murmurai-je, comme s'il pouvait m'entendre. « Mais je ne peux supporter l'idée de ne pas être là, même si Antoine ne saura jamais que je suis venue. » Je m'habillai soigneusement, appliquai un léger maquillage pour dissimuler les ombres sous mes yeux,
et attachait les perles de Margot autour de mon cou. À précisément 8h30, j'entendis sa voiture s'engager dans l'allée. La cérémonie n'était pas avant 11h ans. Mais le domaine de la Chênaie était à l'autre bout de la ville. Et nous voulions arriver assez tôt pour nous glisser au dernier rang inaperçus. Je jetai un dernier coup d'œil à ma maison bien-aimée avant de prendre mon sac à main. Sur la table d'entrée se trouvait un petit paquet emballé, un cadeau de mariage pour Antoine et Capucine que je n'avais aucune attente de pouvoir remettre. Il contenait une boussole en argent antique qui avait appartenu au grand-père de Gabriel, un symbole de la découverte de sa vraie direction dans la vie. À l'intérieur, j'avais glissé une carte avec un message simple. « Puissiez-vous toujours trouver le chemin de votre foyer. Avec amour, maman. » Au moment où ma main toucha la poignée de la porte, le téléphone sonna. J'hésitais, jetant un coup d'œil à l'horloge. Margot attendait. Nous devions partir. Le téléphone continua de sonner avec insistance. Quelque chose me força à répondre. Un instinct que je ne pouvais expliquer. « Allô ?» dis-je, m'attendant peut-être à un télévendeur ou un faux numéro. La voix qui répondit était féminine, inconnue et clairement angoissée. « Est-ce bien Aurélie Dubois, la mère d'Antoine Dubois ?»« Oui », répondis-je avec prudence. « Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ?»« Mon nom est Chloé Dubois. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais... » Sa voix se brisa sur ce qui ressemblait à un sanglot. « Je crois qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur le mariage de votre fils. Sur Capucine. Je ne sais pas qui d'autre appeler. » Par la fenêtre, je pouvais voir Margot vérifier sa montre, prête à m'emmener à un mariage qui me semblait soudainement encore plus compliqué qu'il y a quelques instants. L'intuition d'une mère vous prépare-t-elle jamais vraiment aux vérités dévastatrices qui se cachent juste sous la surface ? « J'écoute », dis-je doucement, m'enfonçant dans la chaise près de la table du téléphone, alors que Chloé commençait à parler, ses mots démêlant progressivement tout ce que je croyais savoir sur la relation de mon fils et la femme qu'il était sur le point d'épouser. « Je suis l'ancienne colocataire de Capucine », expliqua Chloé, sa voix tremblante légèrement. « Nous partagions un appartement. Je pensais que nous étions proches, jusqu'à ce que je découvre ce qu'elle était vraiment. » Par la fenêtre, je fis signe à Margot, qui hocha la tête, se réinstallant dans sa voiture, comprenant notre soudain retard. « Antoine ou Capucine vous ont-ils demandé de vendre votre maison pour leur mariage ?» La question directe de Chloé tomba comme un coup physique. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître notre conflit familial privé ? « Oui », admis-je, ma voix à peine audible. « C'est son modus operandi », révéla Chloé, un rire amer lui échappant. « Vous n'êtes pas la première, Madame Dubois. Capucine a fait ça 3 fois en 7 ans. Mon cœur battait la chamade. Chaque fois, elle ciblait des hommes issus de milieux aisés, mais avec des parents propriétaires ou ayant des économies pour la retraite. Chaque fois, elle faisait pression sur ses parents pour qu'ils liquident des biens afin de financer un mariage extravagant. Et chaque fois, elle rompait les fiançailles juste des semaines avant la cérémonie, mais pas avant d'avoir eu accès à des sommes importantes et des cadeaux. Mon esprit s'emballa. « Vous dites qu'elle est une sorte d'arnaqueuse ? Elle est calculatrice, » précisa Chloé. « La première fois, les parents de Michel ont vendu leur chalet de vacances. Les fiançailles ont pris fin mystérieusement. La seconde, la mère de Damien a contracté un prêt viager hypothécaire. Même histoire. Capucine est repartie avec des fonds substantiels, laissant des familles dévastées, financièrement et émotionnellement. Pourquoi n'a-t-elle pas été dénoncée? Poursuivie en justice? Insistai-je, incrédule. La fierté, l'embarras. Et légalement, c'est compliqué. Elle n'a jamais techniquement volé quoi que ce soit. Les hommes lui ont donné accès volontairement. Les parents ont vendu volontairement. Capucine crée toujours des situations
où elle apparaît comme la partie lésée lorsqu'elle met fin aux fiançailles. Je pensais à la défense féroce d'Antoine envers Capucine, à la façon dont il s'était de plus en plus isolé de ses anciens amis. Je l'ai aidé une fois, admit Chloé, la honte colorant son ton. Avec Damien, le deuxième fiancé, j'ai corroboré une histoire qu'elle avait inventée à son sujet. Plus tard, j'ai trouvé des preuves qu'elle avait tout planifié depuis le début, y compris des messages textes sur le ciblage spécifique de la maison de sa mère. Pourquoi me le dire maintenant? Aujourd'hui, de tous les jours? Parce que la nuit dernière, elle m'a appelé ivre, riant de la façon dont elle avait réussi à creuser un fossé entre vous et Antoine. Elle a dit, et je cite, « Une autre vieille baderne sentimentale qui va probablement crever seule dans une maison de retraite pendant que je profite de ses capitaux liquidés. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je laissais cela se reproduire. » L'appel de la nuit dernière a été mon point de rupture. La cruauté des mots me coupa le souffle. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. L'attention immédiate de Capucine sur ma maison, sa sympathie travaillée, son encouragement subtil des pires tendances d'Antoine. « Il y a plus, Madame Dubois », ajouta Chloé. Capucine a perdu son emploi il y a 3 mois. Elle a été licenciée pour falsification de factures clients. Elle est profondément endettée. Carte de crédit, addiction au shopping, jeu d'argent. Elle a besoin des revenus d'Antoine et d'autres sources d'argent. Le capital de votre maison résoudrait bon nombre de ces problèmes. La sonnette retentit. Margot, utilisant sa clé, entra. Me trouvant pâle et serrant le téléphone de ma main crispée. « Aurélie, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle, observant mon expression choquée. « Madame Dubois, êtes-vous toujours là ?» demanda Chloé au téléphone. « Oui, parvins-je à articuler. Avez-vous des preuves de tout cela ? Antoine ne me croira pas sans preuve. Il est très amoureux d'elle. » Même en prononçant ces mots, je me demandais si ce qu'Antoine ressentait était vraiment de l'amour, ou s'il avait lui aussi été manipulé. J'ai des captures d'écran de conversations textuelles, des copies des précédents contrats de mariage, des photos des propriétés que les parents de ses autres fiancés ont vendues, et un enregistrement de l'appel de la nuit dernière. Chloé marqua une pause. J'ai commencé à enregistrer nos conversations après ce qui s'est passé avec Damien, pour ma propre protection. J'ai déjà tout envoyé à l'adresse e-mail indiquée dans l'annuaire des anciens élèves de votre école d'infirmière. J'espère qu'elle est à jour. Je confirmai l'adresse, puis posai la question qui me pesait le plus sur le cœur. Pourquoi Antoine ? Pourquoi mon fils spécifiquement ? Capucine étudie attentivement ses cibles potentielles. Soupira Chloé, sa voix empreinte d'années de regrets. Elle recherche des hommes qui ont réussi professionnellement, mais ne sont pas indépendamment riches. Des hommes proches de leurs parents, surtout si ces parents possèdent des biens sans hypothèque. Des hommes qui pourraient être un peu socialement insécurisés, désireux d'impressionner. Et je suis désolée de dire cela, des hommes qui pourraient être quelque peu éloignés de l'un de leurs parents, créant une vulnérabilité qu'elle peut exploiter. La description correspondait à Antoine avec une précision douloureuse. La mort de Gabriel l'avait laissé à vif, cherchant une validation externe. « Vous parlez maintenant », répondis-je, me surprenant de la nouvelle fermeté de ma voix. « C'est ça qui compte. » En raccrochant, une froide détermination s'installa en moi, éclipsant le choc. Il n'y avait pas de temps pour le déni. La vérité, aussi bouleversante soit-elle, exigeait une action immédiate. À quelle vitesse un jour parfait pouvait-il se transformer en le moment le plus critique de votre vie, exigeant un courage que vous ne saviez pas posséder ? Mon Dieu ! Souffla Margot, son visage se vidant de ses couleurs tandis que je finissais d'expliquer les révélations de Chloé. L'horloge murale de la cuisine tic-taquait bruyamment, chaque seconde amplifiant l'impossible vérité.
Il était juste après 9h45. Le mariage, un spectacle de tromperie, était prévu pour 11h. Il n'y avait pas de temps à perdre. « J'ai besoin de preuves », dis-je à Margot, ma voix étonnamment ferme. « Antoine ne me croira pas sans. Il est trop loin. » Mon vieil ordinateur de bureau semblait d'une lenteur agonisante. Quand l'email de Chloé se chargea enfin, il était rempli de pièces jointes, des messages textes accablants, des relevés financiers, des photos de propriétés vendues pour des mariages fantômes. Le plus glaçant était le fichier audio. La voix de Capucine, pâteuse mais reconnaissable, riant de sa manipulation d'Antoine, de ses plans ignobles pour ma maison. La cruauté des involtes me noua l'estomac. « C'est incroyable », marmonna Margot, son regard fixé sur l'écran, le calme de son expérience d'infirmière s'effritant sous le poids des preuves. « Nous devons apporter ça à Antoine. Tout de suite. Il ne prendra pas mes appels ?» dis-je, une amère vérité. Il a bloqué mon numéro. Mon esprit s'emballa, désespéré. Qui d'autre pourrait l'atteindre? Qui m'écouterait même? Puis une idée jaillit. Noé, son meilleur ami. Il est allé à l'université avec Antoine. L'espoir vacilla. Antoine n'avait pas beaucoup parlé de Noé ces derniers temps. Mais Capucine n'aurait pas pu isoler complètement Antoine de son plus vieil ami, surtout pas quelqu'un de la noce. « As-tu son numéro ?» pressa Margot. Une recherche frénétique dans mon vieil annuaire finit par le trouver. Avec des doigts tremblants, je composais, priant que Noé n'ait pas changé de numéro. Cela tomba sur la messagerie vocale. Je laissai un bref message urgent, le suppliant de me rappeler à propos d'Antoine. À court d'options, une seule décision ferme se solidifia dans mon esprit. « Nous allons au mariage », déclarai-je, rassemblant les preuves imprimées à la hâte dans un dossier. Pas en tant qu'invité. Pour l'arrêter. Margot parut sceptique. « Ils ne te laisseront jamais l'approcher. Tu as dit que le lieu avait de la sécurité. Alors nous trouverons un autre moyen. » Insistai-je, la détermination farouche d'une mère primant sur la logique. Je ne laisserai pas cette femme détruire mon fils. Tandis que nous nous précipitions vers la voiture de Margot, l'énormité de ce que nous tentions me frappa. J'étais sur le point d'humilier potentiellement mon fils, le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. Même avec des preuves, il pourrait ne pas me croire. Il pourrait me haïr pour toujours d'avoir interféré. Mais l'alternative, rester sans rien faire pendant qu'il épousait une femme qui ne le voyait que comme une ressource financière, était impensable. Gabrielle avait toujours dit que j'étais trop protectrice, que je devais laisser Antoine faire ses propres erreurs. Margot serra le volant, la mâchoire serrée. Il y a des erreurs, et il y a des catastrophes, Aurélie. Cela relève fermement de la dernière catégorie. Le domaine de la Chênaie apparut devant, sa grandeur contrastant fortement avec l'effroi qui me rongeait le cœur. Une mère, avec sa vérité désespérée, pourrait-elle briser une vie de mensonges? Le domaine de la Chênaie apparut devant, une forteresse de pelouse impeccable et d'élégance majestueuse. Mon cœur se serra. Des voitures de luxe remplissaient le parking. Des invités affluaient vers le jardin. Mais un garde en uniforme contrôlait les invitations à l'entrée principale. Nous restâmes un instant, formulant un plan désespéré. L'entrée de service, suggérai-je finalement, me souvenant de mes jours d'infirmière. Il y a toujours un accès par l'arrière pour les livraisons. Et le personnel? Margot acquiesça. Maintenant, tu penses comme l'Aurélie, avec qui je me suis entraînée aux urgences. Nous avons contourné le périmètre, essayant d'avoir l'air déterminés dans nos tenues de cérémonie. Derrière le bâtiment principal, une porte de service grouillait de personnel de traiteur. « Suis-moi », murmura Margot, adoptant son air impérieux d'administratrice hospitalière aguerrie. Elle s'approcha d'un jeune homme pressé. « Excusez-moi, suite du marié,
Message urgent pour Monsieur Dubois de la part de Mademoiselle de Montfort. Il leva à peine les yeux, désignant. 2e étage, aile est. Mais il se dirige vers le lieu de la cérémonie dans 5 minutes. Alors dépêchez-vous. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, naviguant dans le chaos maîtrisé des préparatifs finaux d'un mariage de luxe. Suivant les indications, nous avons trouvé les escaliers et sommes montés rapidement, le dossier de preuves serré dans mes mains. Le couloir du 2e étage était calme, une épaisse moquette étouffant nos pas tandis que nous cherchions l'aile est. Un éclat de rire masculin nous guida vers une porte marquée « Suite du marié ». J'hésitais, soudain paralysé par le doute. Et s'il ne me croyait pas ? La vérité reste la vérité, Aurélie, dit Margot me serrant la main avec assurance, même quand elle est douloureuse, surtout quand elle est douloureuse. Je pris une profonde inspiration et frappai fermement à la porte. La porte s'ouvrit sur Noé, beau dans son smoking, mais l'air en quelque sorte diminué par rapport au jeune homme exubérant qui passait les fêtes à notre table. « Madame Dubois ?» souffla-t-il, s'avançant dans le couloir et refermant presque la porte. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Antoine a dit que vous ne seriez pas. »« Noé, s'il te plaît !» l'interrompis-je, le désespoir faisant trembler ma voix. « J'ai besoin de parler à mon fils immédiatement. C'est urgent. » Il jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Ce n'est pas le bon moment. Nous descendons pour la cérémonie dans quelques minutes. Et Antoine est déjà stressé par... C'est à propos de Capucine, dis-je sans détour. Elle n'est pas celle qu'il croit être. J'ai des preuves qu'il doit voir avant de commettre une terrible erreur. » Quelque chose vacilla sur le visage de Noé. Une ombre de doute qui me dit qu'il n'était peut-être pas entièrement surpris par mes mots. « Noé !» appela la voix d'Antoine de l'intérieur. « Qui est à la porte ?» Avant que Noé ne puisse répondre, la porte s'ouvrit complètement et mon fils se tint devant moi. La vue de lui, si beau dans son smoking, si semblable à Gabriel, me coupa presque le souffle. Un instant, il resta immobile, la stupéfaction gravée sur ses traits. « Maman !» Le mot sortit à moitié murmuré, comme s'il hallucinait. Puis son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai clairement fait savoir que tu n'étais pas la bienvenue. » La froideur dans sa voix me transperça, mais les révélations de Chloé me donnèrent du courage. « Antoine, s'il te plaît, juste 5 minutes. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant la cérémonie. » « Je n'ai rien à savoir, sauf que tu as choisi ta maison plutôt que mon bonheur. » Claqua-t-il. « Je n'arrive pas à croire que tu viennes ici pour faire un scandale le jour de mon mariage. »« Je ne suis pas là pour faire un scandale, » dis-je, luttant pour garder ma voix stable. « Je suis là parce que je t'aime trop pour rester silencieuse. » Margot s'avança. « Antoine, votre mère a reçu des informations très troublantes ce matin. Des informations sur Capucine que vous devez entendre. » Le visage d'Antoine rougit de colère. « Alors, vous avez ramené des renforts pour me tendre une embuscade ? » C'est exactement pourquoi je ne voulais pas de vous ici. Vous n'avez jamais donné sa chance à Capucine. Vous avez été contre elle depuis le début parce qu'elle voit clair dans votre manipulateur. « Antoine Gabriel Dubois !» l'interrompis-je, mon ton de mère coupant court à sa tirade. « Je ne t'ai jamais menti, et je ne vais pas commencer maintenant. S'il te plaît, 5 minutes. Si tu veux toujours te marier après ça, je partirai discrètement. Tu n'auras plus jamais à me voir. » Est-ce la sincérité crue de cette ultime promesse, offerte avec une telle douleur, qui transperça finalement sa colère? Ou fût-ce le désespoir pur dans la voix d'une mère qui le fit hésiter, le poussant à accorder ces précieuses quelques minutes? 5 minutes, concéda Antoine d'une voix glaciale, nous faisant signe d'entrer dans un petit salon. Une fois la porte fermée, je ne perdis pas un instant. Capucine a été fiancée 3 fois auparavant.
commençai-je, ouvrant le dossier. Chaque fois, elle a ciblé des hommes dont les parents avaient des biens importants, les pressant de liquider des propriétés pour financer des mariages extravagants. Et chaque fois, elle a rompu les fiançailles juste avant la cérémonie, mais non sans avoir auparavant sécurisé des comptes joints et des actifs. Antoine fixa, c'est ridicule, c'est insensé, j'aimerais que ce le soit, dis-je doucement, lui tendant les imprimés. Ce sont des messages textes de Capucine à son ancienne colocataire, Chloé. Celui-ci mentionne le ciblage de la « jolie petite maison » de votre mère dès votre 3e rendez-vous. Ses mains tremblaient tandis qu'il parcourait les messages. L'incrédulité luttait contre les preuves accablantes. « Écoutez ceci alors », dit Margot, lançant l'enregistrement de mon téléphone. La voix pâteuse et reconnaissable de Capucine emplit la pièce. Encore une vieille baderne sentimentale qui va probablement crever seule dans une maison de retraite pendant que je profite de ses capitaux liquidés. Antoine est encore plus facile à manipuler que Gabriel ne l'était, si désespéré d'approbation, si opportunément éloigné de sa maman. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Antoine s'assit lourdement, les papiers tremblants. « Il y a plus », ajoutai-je doucement. Des relevés financiers montrant qu'elle a été licenciée pour falsification de factures clients, plus de 200 000 € de dettes. Des documents des mariages précédents qui n'ont jamais eu lieu. Elle disait qu'elle avait été promue, murmura-t-il sa voix creuse. Elle allait au travail tous les jours. Elle t'a menti, mon chéri, dis-je, utilisant le terme affectueux que je n'avais pas osé depuis des mois. À propos de son travail, de son passé, de ses intentions. Antoine leva les yeux et je revis mon petit garçon, vulnérable, blessé. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi moi ?» Chloé dit que Capucine étudie attentivement ses cibles, expliquai-je. Des hommes qui ont réussi mais ne sont pas indépendamment riches, proches de parents possédant des biens sans dette, des hommes désireux d'impressionner, peut-être avec une certaine distance par rapport à un parent, créant une vulnérabilité. Antoine tressaillit, la description frappant douloureusement juste. Un coup sec nous interrompit. Noé passa la tête. « Antoine, tout le monde attend. L'officiant dit qu'il faut commencer dans 5 minutes. » Antoine fixa les papiers, puis moi. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il, l'air plus jeune que son âge. « Il y a 200 personnes dehors. Tu as des options ?» proposa Margot. « Reporter, aller jusqu'au bout, ou y mettre fin maintenant. Si je reporte, ou si je vais jusqu'au bout, je ne fais que prolonger l'inévitable, n'est-ce pas ?» Antoine passa une main dans ses cheveux. « Une fois que je sais ça, je ne peux plus l'ignorer. » Un autre coup, plus insistant cette fois, la voix du père de Capucine. « Thomas, qu'est-ce qui retarde ? Capucine est prête à entrer. » Antoine prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. « J'ai besoin de la voir, » dit-il se levant. « J'ai besoin de la regarder dans les yeux quand je lui demanderai ça. » Il rassembla les preuves, les glissant dans sa veste. « Merci d'être venu, aujourd'hui, pour ne pas avoir renoncé à moi, même quand j'ai renoncé à vous. » Il ouvrit la porte et s'avança dans le couloir, nous laissant Margot et moi seuls. Une seule vérité brutale pouvait-elle réellement briser l'avenir d'un homme et, dans ses décombres, offrir un chemin douloureux vers la découverte de soi ? « Eh bien, » dit Margot après un instant, le silence dans le petit salon lourd d'anticipation. « Ça ne s'est pas passé tout à fait comme je m'y attendais. »« Non, » acquiesçai-je, le cœur battant. « Mais il nous a entendus, il nous a crus. C'est plus que ce que j'osais espérer. » Les secondes s'étirèrent, angoissantes. « Et maintenant ?» demanda Margot. « Maintenant, » admis-je, jetant un coup d'œil à ma montre, près de 10h58. « Maintenant, nous attendons. »
et prions pour qu'il trouve la force de faire ce qu'il faut. Nous sommes descendus, évitant les zones principales où les invités commençaient à se rassembler. À travers une grande fenêtre, je pouvais voir le site de la cérémonie dans le jardin. Des rangées de chaises blanches immaculées, ornées de somptueuses compositions florales, une arche couverte de fleurs où les vœux seraient échangés, des musiciens pressent avec leurs instruments. Tant de dépenses, tant de spectacles, tout bâti sur une fondation de mensonges. Un son soudain de voix forte attira notre attention vers un couloir latéral. Là, dans une petite antichambre, sa porte entr'ouverte, se tenaient Antoine et Capucine. Elle était une vision dans sa robe de créateur, resplendissante. Mais son expression changea rapidement. Confusion, puis une alarme croissante alors qu'Antoine parlait, le dos tourné vers nous. Margot et moi ne pouvions entendre les mots, mais nous vîmes le visage de Capucine se transformer. Incrédulité, puis colère défensive, puis un calme glaçant et calculateur. Elle tendit la main vers Antoine, sa main sur son bras, son expression s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à une véritable détresse. Je vis sa bouche former des mots qui ressemblaient à des dénégations, des explications, peut-être même des accusations contre moi. Antoine secoua la tête, retirant sa main de son bras. Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit les papiers. Le sang-froid de Capucine vola en éclats, tandis qu'il les lui tendait un par un. Même de notre point d'observation, je vis le moment exact où la compréhension apparut, la réalisation choquante que son stratagème avait été totalement démasqué. Sa transformation fut saisissante. La femme belle et maîtrisée qui avait dédaigné ma modeste maison et ma vie simple disparut, remplacée par quelqu'un dont le visage se tordait de pure fureur. Elle arracha les papiers des mains d'Antoine, en déchirant plusieurs avant qu'il ne puisse reculer. Sa voix s'éleva, maintenant audible, aiguë et cinglante même pour nous. « Petit homme ingrat et pathétique, as-tu la moindre idée de ce que tu jettes ? Qui penses-tu voudrait de toi sans moi ? Tu n'es qu'un petit architecte de province, avec ta petite boîte minable et tes tristes petits rêves ?» Antoine resta immobile, absorbant l'assaut verbal avec un calme qui témoignait d'une clarté retrouvée. Quand elle s'arrêta pour reprendre son souffle, sa réponse fut trop faible pour que nous l'entendions. Mais son effet sur Capucine fut électrique. Quoi qu'il ait dit, cela la fit reculer comme si elle avait été giflée. Un instant, ils restèrent en tableau, Antoine droit et résolu, Capucine tremblant de rage frustrée. Puis, dans un éclat choquant, elle saisit un vase en cristal sur une table proche et le lança contre le mur à côté de la tête d'Antoine. Le fracas fit accourir plusieurs membres du personnel du mariage. Capucine les dépassa en trombe, bousculant une coordinatrice inquiète, disparaissant dans le couloir, la traîne de sa robe de créateur balayant derrière elle, comme un nuage vengeur. Antoine resta dans l'antichambre, le dos toujours tourné vers nous, les épaules légèrement affaissées, comme si un grand poids avait été soulevé, mais en laissant des meurtrissures. Après un instant, Noé apparut à ses côtés, disant quelque chose qui fit hocher la tête à Antoine. « Devrions-nous aller le voir ?» murmura Margot, les yeux écarquillés. Je secouai la tête. « Pas encore. Il a besoin d'une minute. » Noé guida Antoine vers une autre porte, vraisemblablement pour lui offrir de l'intimité face au nombre croissant de personnel et d'invités curieux attirés par le remue-ménage. J'aperçus le profil de mon fils, alors qu'il se tournait, blême mais composé, sa mâchoire serrée dans la même expression déterminée que Gabriel avait eue face à des vérités difficiles. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Margot alors que nous les regardions disparaître. « Je ne sais pas, » admis-je. « Mais quoi qu'il en soit, je serai là pour lui, s'il le souhaite. » Avant que Margot ne puisse répondre, le père de Capucine,
Monsieur de Montfort, apparut au bout du couloir. Son visage était orageux, alors qu'il observait les éclats de verre et le personnel confus. Ses yeux se posèrent sur moi, se rétrécissant en une hostilité immédiate. « Vous !» hurla-t-il, s'avançant vers nous. « C'est votre faute. Vous ne pouviez pas supporter de voir votre fils heureux, n'est-ce pas ? Il fallait que vous l'empoisonniez contre Capucine parce que vous êtes jalouse de sa jeunesse, de son succès, de sa place dans sa vie. » Je redressai ma colonne vertébrale, soutenant son regard avec fermeté. « Monsieur de Montfort, je comprends que vous soyez contrarié, mais peut-être devriez-vous parler à votre fille avant de porter des accusations. Ma fille est en larmes parce que votre fils vient d'annuler le mariage quelques minutes avant la cérémonie, » cria-t-il, le visage rougissant. « Avez-vous la moindre idée de l'humiliation, des dépenses ? Nous avons 200 invités là-dehors. Je suis désolée pour le désagrément, » répondis-je, ma voix délibérément calme. « Mais je suis plus préoccupée par le fait que votre fille a l'habitude de cibler des hommes pour des gains financiers, de rompre des fiançailles après que les familles ont liquidé des biens et de repartir avec des sommes substantielles qui n'ont jamais été restituées. » Ma déclaration directe le coupa net. Son expression changea. Un éclair de quelque chose, de la connaissance, de l'inquiétude, traversant ses traits avant de se durcir à nouveau. « C'est absurde. C'est de la diffamation. Je pourrais vous poursuivre en justice pour... » « Vous pourriez, » interjeta Margot avec fluidité, s'avançant. « Mais alors toutes les preuves deviendraient publiques. Les enregistrements, les messages à texte, la documentation des fiançailles précédentes et des transactions financières. Est-ce vraiment un risque que vous voulez prendre, monsieur de Montfort ? » L'implication resta en suspens. Après un long moment, il recula, ajustant sa cravate dans un geste qui semblait destiné à gagner du temps. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, » dit-il, sa voix maintenant contrôlée, presque diplomatique. « Mais ce n'est pas fini. Capucine et Antoine ont juste eu un malentendu. Tous les couples se disputent avant le mariage. Ce sont des nerfs normaux, avant la cérémonie. Sa tentative de minimisation aurait été comique si elle n'avait pas été si désespérément triste. « Monsieur de Montfort, » dis-je doucement, « je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que de la nervosité. Votre fille a besoin d'aide, pas de complaisance. Et mon fils mérite la vérité. » Avant qu'il ne puisse répondre, Noé réapparut, scannant la zone jusqu'à ce qu'il me repère. Il se précipita vers moi, ignorant ostensiblement Monsieur de Montfort. « Madame Dubois, » dit-il légèrement essoufflé. « Antoine vous demande. Il est dans la bibliothèque, côté haie du bâtiment. » Il jeta un coup d'œil aux éclats de verre, au personnel en attente, à l'expression orageuse de Monsieur de Montfort. Ça a été une sacrée matinée. « Merci Noé, » dis-je en lui serrant le bras avec gratitude. « Pour tout. » Alors que Margot et moi suivions Noé vers la bibliothèque, laissant Monsieur de Montfort entouré des débris de la dernière manigance de sa fille, je ressentais un curieux mélange de chagrin et de soulagement. Le mariage qui avait obsédé mes pensées pendant des mois était maintenant définitivement annulé. Mais à quel prix pour le cœur et la fierté de mon fils ? Antoine avait évité un mariage désastreux, mais faisait maintenant face à l'humiliation d'expliquer à 200 invités pourquoi il n'y aurait pas de cérémonie. Pourtant, sous ces préoccupations, coulait un courant d'espoir prudent. Antoine m'avait demandé, après des mois de silence et de rejet. Mon fils voulait sa mère à ses côtés alors qu'il traversait les conséquences de la trahison. C'était un début, ténu, fragile, mais réel. Dans les moments de crise profonde, quand tout s'écroule, découvrons-nous vraiment qui reste à nos côtés et qui nous sommes vraiment. La bibliothèque du domaine de la Chênaie était un sanctuaire d'élégance tranquille, un contraste feutré avec le chaos extérieur.
Antoine se tenait près d'une haute fenêtre, sa veste retirée, le visage strié de larmes. Quand il se retourna, j'ouvris les bras. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées, me tirant dans une étreinte désespérée. Le premier contact physique que nous partagions depuis des mois. « Je suis tellement désolée, maman », murmura-t-il, la voix rauque. « Des choses impardonnables. Rien de ce que mon fils pourrait faire que je ne pardonnerais pas, » répondis-je, lui caressant les cheveux. Il recula, s'essuyant les yeux. Capucine est partie. Le cabinet de sa famille a fait l'objet d'une enquête. Mon travail, parti aussi, à cause de l'influence de son père. Il avait l'air perdu. Mais j'ai commencé un nouveau travail, Aurélie. Des logements abordables. Ça semble juste. Il regarda autour de la pièce calme. Après tout ça, la maison. Tu as dit que j'en aurais toujours une. Toujours, Antoine. Ton père et moi, nous avons bâti plus qu'une maison. Nous avons bâti un foyer où tu es aimé, inconditionnellement. Une paix fragile s'installa entre nous. Il comprenait enfin ce que signifiait la vraie richesse. Non pas l'argent, mais le sentiment d'appartenance. Un foyer n'était pas seulement du bois et des clous, c'était l'amour, la famille, une ancre inébranlable. Pour nous, après des mois de douloureuse distance, c'était un début. Des retrouvailles bien plus significatives que n'importe quel mariage n'aurait pu l'être. Que pensez-vous du parcours d'Antoine, de la trahison à la clarté? Avez-vous déjà dû redéfinir ce que signifie vraiment le foyer dans votre propre vie? Partagez vos histoires ci-dessous. Votre voix est si précieuse pour nous, hein? Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits de force inattendus.